Zone Europe. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation. Très bonnes fêtes à toutes et à tous, voici le sommaire. L'eurodéputé Marc Botenga sera l'invité de Corentin Alonso, l'occasion d'évoquer l'arrivée du vaccin en Europe contre le Covid-19. L'Europe et son fonctionnement, nous vous parlerons de la zone euro. L'Europe dans notre quotidien, on vous dira tout sur la fin des frais d'itinérance. Les expressions populaires, pour dire jamais, les Français disent « quand les poules auront des dents ». Que dit-on ailleurs en Europe? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans votre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Le 25 novembre dernier, c'était la journée de lutte mondiale contre les violences faites aux femmes. Alors pour l'occasion, la Maison de l'Europe de l'Eure a organisé un webinaire sur le sujet. 2 eurodéputés du Parlement européen étaient présentes, Gwendoline Delbos-Corfield et Chrysoula Zakharopoulou. Je reçois aujourd'hui Michael Tokdemir, directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Salomé Liméry, chargée de mission également. Bonjour. Et il y a aussi Alix Moujar, vice-présidente jeunesse à Business Professional Women à Évreux. Bonjour. Bonjour. Alors, Michael Tognier, je me tourne vers vous d'abord. Pourquoi est-ce que la Maison de l'Europe de l'Eure a décidé d'organiser un webinaire sur cette question? Alors, c'est une thématique qui nous tient très à cœur. On avait déjà fait une journée sur l'écart salarial entre les femmes et les hommes. On a fait à chaque fois, on fait des conférences et des débats, des ciné-débats autour des questions sur les droits des femmes. Et on est aussi membre du collectif Stop Violence. Donc, c'est un sujet qui nous interpelle depuis déjà 5 ans. Donc, à chaque fois, on essaie lors de ces dates, de faire un événement. On devait aussi faire un événement dans un collège et puis un ciné-débat à Conches, mais la situation sanitaire a fait qu'on a juste fait un webinaire. Alors, une femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles après l'âge de 15 ans, d'après l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon une étude de 2014. Alors, avant de parler d'une violence, il faut d'abord la définir. Et celle qui concerne les violences faites aux femmes est plutôt, selon les échanges qu'on a entendus dans ce webinaire, une violence systémique. Alors, qu'est-ce que c'est une violence systémique ? Alors, une violence systémique, pour la définir, on partira en fait du mot système. Ce serait une violence qu'un certain groupe de personnes ressent et subit en fait dans plusieurs aspects de leur vie. Donc ici, en ce qui concerne les femmes, ce peut être des violences sexistes, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, les violences physiques aussi, donc violences conjugales, agressions, et les violences sexuelles en fait qui sont très larges. On peut parler aussi de la mutilation génitale, des avortements forcés, de la stérilisation forcée, des viols et des agressions sexuelles. Donc, en fait, c'est aussi quelque chose qui, au niveau européen, est une question. En fait, c'est comment définir ces violences-là, mais partir du fait qu'en fait, que la violence est présente dans plusieurs domaines de la vie des femmes, ça, c'est le point clé et c'est très important. Alors, cette violence, on le voit avec toutes les affaires médiatiques notamment, elle concerne tous les niveaux de la société, sans exception. C'est une violence culturelle ou pas ? Alors oui, complètement, hein. C'est vraiment une violence qui est partagée. Il y a eu ce débat pendant des années, biologie, culturelle, non. C'est vraiment issu de la culture, de l'éducation, des messages médiatiques qui sont transmis, des échanges qu'on a entre nous. Et c'est vraiment sur ce point-là qu'il va nous falloir travailler, faire de la sensibilisation, etc. C'est vraiment un point, oui, culturel. S'il y avait plus de femmes en position de force ou de puissance à des hauts postes, cela pourrait avoir un impact significatif sur les violences faites aux femmes. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent. Est-ce que vous pensez que ça peut être une réponse efficace ? Alors oui, je pense, parce qu'en fait, l'origine en fait, de cette violence, c'est cette idée d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et lorsque on a cette inégalité, en fait, c'est aussi par manque de visibilité de femmes qui ont des postes à responsabilité, qui ont des postes de pouvoir, qui sont présentes dans la vie publique, qui sont présentes dans la vie politique. La première chose, le premier levier qu'on a, c'est de représenter tout le monde, en fait, dans nos sphères médiatiques et dans nos sphères publiques. Et le fait d'avoir des femmes au pouvoir, c'est de montrer qu'en fait, c'est accessible à tout le monde et que surtout tout le monde participe au processus de décision, et ça c'est très important. En 2019, Ursula von der Leyen a été nommée à la tête de la Commission européenne. C'est la première fois qu'une femme était nommée à cette fonction. C'est un bon début de message de l'Europe sur ces questions, Michael Tokdemir. Exactement, c'est vraiment un très bon début. Il faut juste rappeler qu'au Parlement européen, la première présidente élue au suffrage universel direct est Simone Veil, ce qui à l'époque, c'était vraiment très très rare. Et à la Commission européenne, on n'avait pas eu de femme. Et là, ça a changé, ça change le regard aussi même des
des hommes et des femmes politiques de voir qu'une femme est à la tête de la Commission européenne. C'était important. En plus, elle forme une sorte de duo avec Angela Merkel. Donc ça, voilà, on voit bien que les femmes sont capables de gouverner et dans la tête de certains messieurs, c'est bien de le montrer comme ça. Donc c'est une très bonne chose. Après, dans les actes, ça fait 1 an qu'elle est à la tête de la Commission européenne. Il y a eu des beaux discours. Maintenant, on attend qu'il y ait des actions bien réelles. Alors la difficulté pour l'Union européenne, c'est déjà de mettre d'accord 27 pays qui ont toute leur culture propre. Aujourd'hui, les Polonais, par exemple, sont revenus sur les droits à l'avortement. Alors comment est-ce qu'on peut continuer d'avancer à 27 quand les pays de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud ont toutes des cultures différentes? Par exemple, la définition du viol dans la justice de chaque pays est différente en fonction des pays. Alors comment on fait ? Il faut savoir que par exemple au Parlement européen c'est la culture du compromis et comme il n'y a pas de majorité, on essaie d'avancer petit à petit en essayant de faire travailler les uns et les autres et à chaque fois de faire des concessions et puis de se dire voilà on a fait un pas et il faudra avancer comme ça en fait. Si on avance de front, ces pays-là ne vont pas changer du jour au lendemain, ils vont plutôt se braquer, plutôt aller dans le compromis, essayer de voir comment on peut avancer d'abord au niveau du Parlement européen par exemple puisqu'il y a cette commission femmes et les députés élus sont beaucoup plus ouverts que le reste peut-être des autres politiques de ces pays-là. Et petit à petit, l'Europe devrait faire en sorte que ça, j'ai utilisé un mot un peu à la mode, que ça ruisselle et que les autres pays de l'Union européenne fassent en sorte que leurs droits changent aussi. Alors toujours dans cette culture du compromis qu'est l'Union européenne, les eurodéputés de votre webinaire souhaitaient la création d'un Conseil européen de l'égalité, à l'image des réunions à 27 sur l'économie, sur l'agriculture. Est-ce que ce serait une réponse intéressante selon vous pour débattre, discuter et surtout convaincre les États qui seraient les plus éloignés de ces sujets ? Discuter, échanger, débattre des sujets et parler pratique et débat de fond, c'est toujours un bon point de départ. Encore une fois, les paroles, c'est super, les actions, c'est encore mieux et c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir mettre en forme des actions. Alors à la suite de cette journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes, il y a eu les Orange Days, 16 jours de sensibilisation organisés par l'ONU sur cette question. La sensibilisation de la société, c'est la clé pour faire avancer les choses ? Oui, c'est la clé parce que les politiques sont issues des besoins de la société. D'ailleurs, durant notre webinaire, nous avons reçu la présidente d'ONU Femmes, Céline Mass, qui nous a alerté sur ça, qui nous a montré que, en fait, pour faire changer les choses, il faut une sensibilisation globale, il faut que tout le monde comprenne, en fait, ce qui se passe dans la société. Et il y a aussi des personnes, par exemple, des sensibilités différentes entre personnes, et qui comprennent que, voilà, en tant que femme, il y a des violences qui sont subies, et entendre cette remarque sexiste au travail, c'est violent. Avoir des amis qui ne peuvent pas rentrer chez elles sans vivre du harcèlement de rue, c'est une violence. Voilà. Donc effectivement, oui, la sensibilisation, c'est important et à tous les niveaux. Alors cette sensibilisation, elle continue, mais est-ce que vous pensez que les mentalités ont quand même évolué ces dernières années sur la question, notamment sur les réseaux sociaux? Je pense au mouvement MeToo, Balance ton porc. On a l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience. Est-ce que vous la ressentez aussi? On la ressent, même au quotidien quand même, au niveau de notre rencontre avec les jeunes, on n'a pas du tout les mêmes discours qu'avant ce type sur les réseaux sociaux, etc., Balance ton porc, MeToo. Et effectivement, ça permet de prendre conscience et on met sur la table d'autres sujets qui sont liés évidemment. Et les discussions permettent d'ouvrir sur des actes politiques, des actions des associations, etc. Donc effectivement, cette mobilisation sur les réseaux sociaux a un impact sur le terrain. Les eurodéputés qui étaient présentes à votre webinaire, elles étaient plutôt optimistes quant à la nouvelle génération qui arrive sur ces questions? Je pense que oui, elles l'ont été parce qu'en fait, elles ont parlé de ces idées qu'on pourrait mettre en place, comme ce Conseil de l'Europe, spécialement avec la question des droits des femmes, des violences, en fait. Elles ont été optimistes dans ce qu'on pouvait faire et dans ce qui était en train d'être fait. D'expliquer qu'à chaque loi, il y avait cette question du gender studies qui est pas très bien arrivée encore en France, mais dans les pays anglo-saxons, qui est assez présent. De dire que qu'on étudie dans les lois et dans la création des lois, en quoi celles-ci sont adaptées
lié à tous et à toutes, et de dire que aussi, en conclusion de ce webinaire, qu'il y a eu cet aspect sur la mobilisation, sur on est mobilisé, on avance, et ne vous inquiétez pas, que ce soit vous au niveau de la population, mais nous aussi dans les institutions, on fait des choses et les choses avancent. Donc je pense qu'il y a eu, oui, un élan optimiste, et nous, en fait, sur le terrain, en tant qu'association, la Maison de l'Europe, on le voit, et on essaie surtout d'alimenter cet optimisme et de mettre en lumière ce qui est fait et ce qui reste à faire aussi. En tout cas, sur ces questions, les choses avancent. Merci, Michael Tokdemir, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Maison de l'Europe de l'Eure. Merci aussi à vous. Le directeur, pardon. Merci à vous, Salomé Liméry, chargée de mission pour la Maison de l'Europe. Et merci à vous, Alix Moujard, vice-présidente de Business Woman, Professional Woman d'Evreux. Merci beaucoup. L'Europe et son fonctionnement, on s'intéresse à la zone euro avec la Maison de l'Europe et le centre d'information Europe Direct. Zone Europe, c'est quoi ? Pauline Simons-Desmet, chargée de mission jeunesse à la Maison de l'Europe de l'Eure. C'est quoi la zone euro ? La zone euro, c'est simplement les pays qui partagent la même monnaie, à savoir l'euro. L'euro est dans les tiroirs depuis 1992, mais c'est en 2002 que nous l'aurons enfin dans nos poches. Il est important de noter que seuls 19 pays sur 27 ont l'euro pour l'instant. Et ce n'est pas toujours pour les mêmes raisons. La plupart des pays sont en cours de l'obtenir. Il s'agit juste d'une question de temps. Changer de monnaie bouleverse en effet votre système économique. Seuls le Danemark et la Suède n'ont pas pris la monnaie unique et resteront une exception. Aujourd'hui, tout pays candidat à l'adhésion européenne doit s'engager à prendre l'euro lorsque son économie sera prête. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui Marc Botenga. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député européen belge, membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie au Parlement européen, et vous faites partie du groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Alors on va évoquer avec vous la question des vaccins. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le vaccin était la manière la plus sûre de mettre fin à la crise sanitaire. La santé n'est pourtant qu'une compétence d'appui de l'Union européenne. Alors pour faire simple, elle relève normalement des États et n'est en principe pas partagée avec l'UE. Pourtant, c'est bien l'Union européenne qui a été chargée de passer les commandes aux grandes industries pharmaceutiques concernant la question des vaccins. Alors pourquoi les pays de l'Union européenne lui ont délégué cette mission ? Je pense qu'il y a un sens là-dedans, c'est-à-dire quand on doit négocier avec des grandes multinationales pharmaceutiques sur le prix, les quantités, etc., il vaut mieux faire ça ensemble parce que du coup, on peut peser plus lourdement face à eux, chaque pays. Donc il est clair que la Belgique, par exemple, qui est un petit pays, aurait moins de poids normalement que toute l'Europe unifiée. Donc ça a été un peu la philosophie là-dedans, je pense. Et je pense que c'est important d'avoir fait ça ensemble. Alors, la recherche pour les vaccins, l'Europe y a contribué aussi. La commission dans laquelle vous siégez s'occupe entre autres de ce domaine, la recherche. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a été utile ? Oui, de ce point de vue-là, je veux dire, le budget recherche de l'Europe est important. Il y a aussi des budgets recherche au niveau national. Donc certains de ces vaccins ont été soutenus par des États nationaux. Donc les entreprises ont reçu des fonds nationaux. Certaines autres ont reçu des fonds européens. Ça, c'est important. Après, c'est des fonds publics. Et on doit se demander, quand on utilise des fonds publics, qu'est-ce que nous savons vraiment et quelle garantie est-ce que nous avons après ? Parce que si c'est juste pour inonder les entreprises privées de fonds publics sans poser de conditions, sans avoir de garanties après par rapport à la disponibilité, par rapport au prix, on a un problème. Alors justement, l'Union européenne a ainsi conclu 6 contrats à ce jour avec des développeurs de vaccins. Il y a le groupe suédo-britannique AstraZeneca, l'américain Johnson & Johnson, aussi le duo franco-britannique Sanofi-GSK, l'allemand CureVac et l'américano-germanique Pfizer-BioNTech, lors des grands groupes pharmaceutiques, mais qui sont finalement peu connus des Européens. Que savez-vous, vous, de ces groupes ? Comment est-ce qu'on les a choisis ? Pourquoi on a commandé à 6 groupes et pas 1 ou 2 ? Et est-ce qu'on peut avoir confiance en eux ? C'est beaucoup de questions que nous avons par rapport à ces contrats parce que ces contrats sont complètement opaques. Donc en fait, il n'y a personne qui voit ces contrats. Donc même les députés n'y ont pas accès, le public encore moins. Et ça, je trouve inacceptable parce que quand on utilise des fonds publics pour quelque chose qui nous concerne tous, la santé publique, on devrait le savoir. Donc on devrait savoir, par exemple, nous finançons, certains de ces vaccins sont quasi financés à 100% par l'argent public. Alors est-ce qu'après la propriété, elle est à nous ou elle reste chez l'entreprise ? Ce n'est pas une question innocente, parce que si la propriété du vaccin reste chez l'entreprise, alors c'est l'entreprise qui fixe les quantités, c'est l'entreprise qui fixe les prix. Donc nous avons demandé ici au Parlement européen d'avoir
le droit de voir ces contrats, les clauses, etc. Parce que nous sommes très inquiets des responsabilités financières. Vous savez, ça peut devenir un hold-up sur la sécurité sociale des pays. Et quelle a été la réponse La réponse a été plutôt non. La Commission européenne a refusé toute transparence. C'est assez choquant d'ailleurs. Elle nous a promis d'organiser une session où certains députés sélectionnés pourraient regarder des informations sur les contrats. Ça reste flou. Ça reste très flou et des informations sur le contrat, ça veut dire une petite synthèse que la Commission européenne a écrite elle-même. Donc ça ne signifie rien du tout, c'est absolument pas assez et c'est absolument pas démocratique non plus. Alors sur les contrats, on sait quand même certaines choses. Apparemment, ça représenterait un total de 2,15 milliards d'euros pour ces vaccins, pour les prix de vaccins. D'où provient cet argent ? Alors, les 2,15 milliards, en fait, c'est le chiffre que communique la Commission européenne. Il faut savoir que les engagements à l'intérieur de ces contrats vont beaucoup plus loin. On a eu des fuites qui nous ont montré que pour 2 vaccins, par exemple Pfizer et CureVac, l'Union européenne, les États européens pourraient payer plus de 10 milliards au total. Donc, on est sur des chiffres beaucoup plus conséquents que ça. L'argent sur lequel communique l'Union européenne provient en partie d'un instrument spécifique européen, un instrument d'urgence, disons, et pour d'autres, dans ces contrats, il y a la possibilité pour les États membres d'acquérir ces vaccins. Donc ce seront les États membres ensuite à payer pour les doses de vaccins qu'ils pourront ou qu'ils voudront acheter. Sur les doses justement, on parle de 3,1 doses par Européen. C'est trop, c'est pas assez selon vous ? C'est difficile à dire aujourd'hui. Probablement qu'on devra en acheter plus, mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ces vaccins aujourd'hui. Par exemple, un facteur fondamental, c'est la durée de l'immunité. Est-ce qu'on a besoin d'un rappel tous les 6 mois ? Est-ce que nous avons besoin d'un rappel tous les ans ? Est-ce qu'au contraire, il y a une immunité plus longue ? Et ça, évidemment, ça dépend de ça. Ce que moi, je remarque, c'est que l'Union européenne a raflé quand même beaucoup de vaccins et qu'il y a d'autres pays qui n'auront pas accès aux vaccins avant 2023. Ça fait beaucoup de victimes non nécessaires parce qu'on pourrait produire le vaccin à beaucoup plus grande échelle. L'Union européenne le refuse et je trouve ça inacceptable. En cas de problème d'effets secondaires, qui sera responsable ? Alors, il y a une responsabilité, disons, civile qui reste chez l'entreprise, formellement, légalement. Mais ce que nous avons pu découvrir, et la Commission européenne l'a confirmé, c'est qu'en cas de vices cachés, donc c'est des défauts que nous ne pouvons pas prévoir actuellement, alors là, les États se sont engagés, la Commission européenne s'est engagée de transférer ce risque financier vers les États membres. Ça veut dire que l'entreprise, formellement, légalement, reste responsable, mais quand il y a effectivement des dédommagements à payer, ce sera aux budgets nationaux de les porter. Donc les États pourront payer 3 fois le vaccin, la recherche, au moins 3 fois. Le coût de la commande et aussi si jamais il y a des effets secondaires. Et c'est là la question fondamentale. Si on paye 3-4 fois pour ce vaccin, pourquoi est-ce que la propriété intellectuelle doit être privée ? C'est quand même la question fondamentale. Je veux dire, on développe quelque chose, on fait la recherche, on paye pour et puis on l'achète aussi, mais à la fin, la propriété reste chez l'entreprise privée. Ça n'a aucun sens. Alors c'est l'Agence européenne du médicament qui doit donner le feu vert pour valider la campagne de vaccination dans les 27 pays. Alors cette agence a pour mission d'évaluer, de coordonner, de superviser le développement des nouveaux médicaments dans l'Union européenne. C'est donc cette agence qui est chargée de garantir la qualité des vaccins. Mais est-ce qu'on sait si cette agence est indépendante des grands groupes pharmaceutiques ? L'agence européenne a quand même une bonne réputation. Je pense qu'il y a des scientifiques, des chercheurs sérieux qui travaillent là-dessus. On a ça aux États-Unis, on a eu quelques questions, des pressions, etc. Évidemment, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup il suffit d'allumer la radio pour se rendre compte des pressions qu'il y a. Et donc c'est normal, mais c'est quand même des gens sérieux qui travaillent là-dedans. Et donc j'espère que ça se passera effectivement bien. C'est important pour la sécurité parce que beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui par rapport au vaccin et donc il est important que ce contrôle se fasse et qu'il soit complètement transparent. Alors beaucoup de gens se posent des questions, vous l'avez dit, la fabrication des vaccins a lieu en Europe. Est-ce que c'est une volonté pour rassurer ? En France notamment, 3 lieux pour la fabrication des vaccins ont été retenus, en Eure-et-Loire, en Indre-et-Loire et près de Lyon. C'est une volonté de rassurer la population ? Je ne sais pas si le lieu de production rassure la population. Ce qui rassure la population, c'est d'être clair
clair et transparent sur ce vaccin et de répondre aux inquiétudes. Je trouve que quand tout se fait de manière opaque, par exemple par rapport à ces contrats, c'est normal que les gens aient des questions. Quand il y a un vaccin qui est développé très rapidement par rapport à un vaccin normal, qui prend beaucoup plus de temps à développer, c'est normal que les gens soient un peu méfiants. Et donc ça, il faut l'expliquer, il faut répondre à ces interrogations. Donc je pense qu'il y a une petite partie qui est vraiment anti-vaccin des gens, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions, qui ont une méfiance, des doutes, et il faut pouvoir répondre. Sur la répartition, maintenant, les 27 se sont mis d'accord pour une répartition équitable dans toute l'Union européenne, en fonction de la population de chaque pays. C'était selon vous indispensable ? Oui, je pense que sinon, il y aurait ce qu'on voit en fait au niveau mondial, où quelques pays riches raflent toute la production de vaccins, ou quasi, et où le reste du monde en fait reste dépourvu de vaccins, on aurait pu voir la même chose à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, où quelques pays avec une capacité financière plus forte auraient raflé tous les vaccins. Et donc ici, ça va permettre probablement, je l'espère, d'avoir un peu une répartition équitable en Union européenne. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on va laisser mourir des gens à l'extérieur des frontières. Et sur cette question, est-ce que l'Union européenne peut agir pour une équité des vaccins à l'échelle mondiale ? Bien sûr, il y a des mécanismes de l'Organisation mondiale de la santé. La Commission européenne a elle-même promis de faire de ce vaccin un bien public, un bien commun. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on enlèverait les brevets, les droits de propriété intellectuelle, et qu'on permettrait à des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Inde de produire le vaccin. Ça augmenterait la quantité disponible du vaccin, et du coup, les gens partout dans le monde auraient accès au vaccin. Et ça serait très important, mais la Commission européenne, aujourd'hui, ne fait pas le choix de garantir un vaccin pour tout le monde, partout dans le monde. Elle dit non, on permet à des multinationales occidentales, européennes ou américaines de garder le monopole dessus, même si ces entreprises n'ont pas la capacité de production pour produire pour tout le monde. Alors, est-ce que vous êtes favorable dans les prochains mois à l'obligation d'être vacciné pour pouvoir voyager ? On le sait, ça reviendrait un petit peu à une vaccination indirectement obligatoire. Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on doit être dans le dialogue d'abord. Je veux dire, quand on voit les chiffres, la méfiance des gens, etc., il faut d'abord expliquer. Vous savez, la santé publique se base sur l'explication, sur la confiance, sur la transparence. Je trouve qu'il faut commencer par ça. Si on va commencer avec, oui, tout le monde doit se vacciner, une obligation, et on fait l'impasse sur l'explication, sur la transparence, sur le lien de confiance qu'on peut avoir avec son médecin, ça c'est la base de la santé publique. Ce n'est pas avec, soit vous vous faites vacciner, soit on vous confine, ça, il ne faut pas aller là-dessus. Alors avant de se quitter, Marc Botenga, on va passer au Money Time. C'est une série de questions-réponses rapides. Alors première question, de quoi l'Europe est-elle synonyme pour vous ? Concurrence, malheureusement. Quelle est votre destination préférée en Europe ? Au-delà de mon pays, j'aime bien aller en Italie. Quelle femme ou homme politique a le plus œuvré, selon vous, pour la construction européenne ? S'il fallait en retenir en bien ou en mal, le plus, j'en sais rien. Je pense que des gens comme Mitterrand et Kohl ont joué un grand rôle, mais je ne partage pas forcément leur vision. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien ? Les gens, les syndicalistes, les travailleurs qui m'interpellent et qui demandent une Europe fondamentalement autre. Et enfin, à quoi ressemblerait justement l'Europe dont vous rêvez ? Ce serait une Europe où ce n'est pas la concurrence et le profit qui soient au centre de cette Europe, mais bien les droits des travailleurs, des citoyens, et donc la solidarité plutôt que la concurrence. Merci beaucoup, Marc Botenga, d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes député européen belge, membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie au Parlement européen, et vous faites aussi partie du groupe de la gauche unitaire européenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Que fait l'Europe dans notre quotidien ? La fin des frais d'itinérance. Olivia Schmoll nous en dit plus. Zone Europe. Quand vous êtes de passage en Belgique, sur la plage à Barcelone ou au bord d'une piscine à Mykonos, téléphoner, envoyer un SMS ou un MMS coûte le même prix que si vous étiez en France. En effet, les frais d'itinérance, aussi appelés frais de roaming, ne sont plus appliqués depuis le 15 juin 2017, une décision prise après une longue bataille, 10 ans de négociations entre Bruxelles et les opérateurs téléphoniques. Résultat, chaque appel, SMS, MMS ou consultation d'un site internet depuis votre téléphone est décompté de votre forfait français. En revanche, si pendant une période de 4 mois vous passez plus de temps et consommez la majeure partie de votre forfait à l'étranger, votre opérateur pourra vous facturer des frais supplémentaires. Enfin, si les frais d'itinérance ont disparu dans les pays membres de l'Union européenne, ce n'est pas le cas ailleurs. Donc si vous voyagez en dehors de l'Europe, pensez à désactiver vos données mobiles. Les expressions populaires, jamais. Les Français disent quand les poules auront des dents, les Tchèques disent quand le coq pondra des œufs. Que dit-on ailleurs ? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Les Roumains disent quand le cochon volera.
En Italie, on dit quando gli asini voleranno. Cela signifie quand les ânes voleront. Aux Pays-Bas, on dit quand les veaux danseront sur la glace. En Espagne, on dit cuando las ranas crían pelo, quand les grenouilles auront des poils. Zone Europe, c'est terminé. Encore une fois, bonne fête à vous et merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre application et notre site internet Radio Sensation. Bonne soirée à vous. Zone Europe sur Sensation.